Elle essuyait un verre sous des lustres. Minuit, la clim ronronnait. Rire feutré, nappe blanche, rien d'inhabituel. Puis 3 hommes en costumes anthracites se levèrent. Un éclat métallique apparut. Elle avança de 10 pas, tendit un portefeuille noir, voix sèche. « Vous avez oublié ça ?» Le couloir retint son souffle. La porte resta bien close. Certains gestes changent tout pour toujours. L'air conditionné du petit Versailles ronronne dans le silence de minuit. Les derniers clients règlent leurs additions sous les lustres en cristal qui projettent des ombres dansantes sur les nappes blanches immaculées. Amélie Moreau, 24 ans, cheveux châtains tirés en chignon strict, essuie méthodiquement les verres à vin derrière le comptoir. Ses gestes sont précis, économiques. Chaque mouvement calculé pour éviter le bruit superflu. La brasserie parisienne attire une clientèle fortunée. Diplomates, hommes d'affaires, quelques célébrités en quête de discrétion. Amélie a appris à devenir invisible, à écouter sans entendre, à voir sans regarder. 3 années de service l'ont transformée en fantôme efficient. Elle connaît les habitudes de chaque client régulier, leurs préférences, leurs manies. Mais surtout, elle sait quand ne pas poser de questions. Table 12 demande l'addition. La voix de Marcel, le serveur en chef, l'attire de ses pensées. 52 ans, moustache grisonnante, il supervise l'équipe de nuit avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a tout vu. Monsieur Dubois règle toujours en liquide, 300 €, pourboire inclus. Amélie acquiesce. Gabriel Dubois, 45 ans, costumes italiens sur mesure, montre qui coûte plus que son salaire annuel. Il vient chaque vendredi depuis 6 mois. Toujours seul, toujours la même table, toujours le même rituel. Saumon fumé, côte de bœuf saignante, Bordeaux millésimé. Il mange lentement, observe discrètement la salle. Ses yeux gris balayent l'espace avec la patience d'un prédateur. Ce soir, quelque chose cloche. Amélie l'a remarqué dès son arrivée. Dubois vérifie sa montre plus souvent qu'à l'habitude. Ses doigts tapotent nerveusement contre la nappe. Il n'a pas touché à son dessert, un soufflé au chocolat qu'il commande pourtant systématiquement. Son téléphone vibre. Il lit le message. Range l'appareil. Regarde vers la sortie. 3 hommes sont entrés séparément au cours de la soirée. Le premier, table 4, costume anthracite, commande des apéritifs qu'il ne boit pas. Le deuxième s'est installé au bar. Whisky japonais, position stratégique face aux 2 sorties. Le troisième occupe la banquette près des toilettes depuis 22h30. Chacun maintient un contact visuel discret avec la table de Dubois. Amélie nettoie les couverts avec des gestes mécaniques. Son diplôme de psychologie criminelle, obtenu avant que les dettes de sa mère ne l'obligent à abandonner ses études, lui a enseigné à décoder les comportements. Ces 3 hommes ne sont pas des clients ordinaires. Leurs postures trahissent une formation militaire. Leurs regards scrutent les angles morts. Ils attendent quelque chose. Le téléphone de Dubois vibre à nouveau. Cette fois, il sourit. Un sourire qui ne remonte pas jusqu'à ses yeux. Il fait signe à Marcel pour régler l'addition. Comme chaque vendredi, il se dirigera vers la sortie de service, à l'arrière du restaurant. Un raccourci que seuls les habitués connaissent. Un chemin sombre qui mène au parking privé. Bonne soirée, monsieur Dubois. Marcel encaisse les billets avec déférence. Dubois glisse un pourboire généreux dans la soucoupe. Ses gestes sont fluides, mais Amélie perçoit la tension qui raidit ses épaules. Il se lève, ajuste sa veste, marche vers l'arrière-salle. L'homme du bar consulte son téléphone, tape un message bref, range l'appareil. Quelques secondes plus tard, ses 2 complices reçoivent une notification simultanée. Ils se lèvent avec un synchronisme parfait. Pas de précipitation, pas d'empressement visible. Juste 3 clients qui terminent leur soirée. Amélie continue d'essuyer le même verre depuis 5 minutes. Son cœur s'emballe. Chaque fibre de son être lui hurle de ne pas s'en mêler, de finir son service, de rentrer chez elle, d'oublier ce qu'elle vient de voir. Mais l'image de sa mère, morte seule dans un lit d'hôpital parce qu'Amélie n'avait pas su lire les signes avant-coureurs, la paralyse. Elle pose le verre, retire son tablier. « Marcel, je vais aux toilettes. » Le couloir qui mène à la sortie de service baigne dans une lumière jaunâtre. Dubois avance d'un pas régulier, ses chaussures italiennes résonnant sur le carrelage. Derrière lui, à distance respectueuse, les 3 hommes convergent. Leurs silhouettes se découpent dans la pénombre comme des ombres prédatrices. Amélie se plaque contre le mur. Sa respiration se fait superficielle. Elle entend des fragments de conversation. 23h45, sortie arrière.
Tout est en place. Les mots flottent dans l'air comme des lames effilées. Dubois s'arrête devant la porte de sortie, sort ses clés. L'homme en costume anthracite accélère le pas. Sa main disparaît sous sa veste. Amélie aperçoit l'éclat métallique d'une arme. Le temps se cristallise. Dubois, inconscient du danger, tourne la poignée. La porte s'entr'ouvre sur la nuit froide. L'homme armé lève son pistolet. Ses complices se positionnent pour bloquer toute retraite. Monsieur Dubois. La voix d'Amélie claque dans le silence. Sèche, autoritaire. Vous avez oublié votre portefeuille. Dubois se retourne. Ses yeux se plissent. Il n'a oublié aucun portefeuille. Mais quelque chose dans le ton d'Amélie, dans l'urgence contenue de sa voix, le fait hésiter. L'homme armé fige, pris au dépourvu par cette intrusion inattendue. Votre portefeuille, répète Amélie en s'avançant. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'on l'entende. Il était tombé sous votre chaise. Marcel m'a demandé de vous le rapporter. Elle tend un portefeuille noir qu'elle vient de sortir de sa poche. Le sien. Dubois comprend instantanément. Ses yeux se durcissent. Il acquiesce lentement. Merci mademoiselle, c'était négligent de ma part. Il recule d'un pas, puis d'un autre. L'homme armé hésite. Tirer maintenant révélerait l'opération. Amélie fait partie du personnel. Un témoin non prévu. Dubois referme la porte. Se retourne vers Amélie. Vous travaillez tard ce soir. Comme tous les vendredis, monsieur. Sa voix ne tremble pas. Miracle. Marcel ferme toujours à minuit précis. Dans le couloir, les trois hommes se consultent du regard. Leur plan vient de s'effondrer. Dubois a compris le danger. Il ne sortira plus par cette porte. Pas ce soir. Ils battent en retraite, disparaissent dans la salle principale comme des fumées nocturnes. Dubois fixe Amélie. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir, mademoiselle? Moreau. Amélie Moreau. Elle soutient son regard. 3 clients qui ne mangent pas, qui surveillent votre table, qui partent en même temps que vous. Une pause. J'ai étudié la psychologie comportementale. Avant, un sourire effleure les lèvres de Dubois. Pas chaleureux. Calculateur. Avant quoi? Avant que la vie me rattrape. Il range le faux portefeuille dans sa poche intérieure. Cette conversation n'a jamais eu lieu, mademoiselle Moreau. Quelle conversation? Dubois hoche la tête. Rebrousse chemin vers la salle principale. Amélie reste seule dans le couloir, tremblante. Elle vient de sauver la vie d'un homme qu'elle ne connaît pas, et probablement de condamner la sienne. Le réveil sonne à 6 heures. Amélie émerge d'un sommeil agité, peuplé de silhouettes armées et de regards glacés. Son studio sous les toits du 18e arrondissement baigne dans la lumière grise de l'aube parisienne. 42 mètres carrés qui sentent l'humidité et le café réchauffé. Sur la table de chevet, les factures s'accumulent. Loyer, électricité, mutuelle. Les chiffres rouges qui la narguent depuis la mort de sa mère. Elle se douche rapidement. L'eau tiède lui fouette le visage, chassant les derniers fragments de cauchemar. Dans le miroir embué de la salle de bain, son reflet lui renvoie l'image d'une femme fatiguée, cernes violacées, teint livide. La nuit dernière l'a marqué plus qu'elle ne veut l'admettre. Son téléphone vibre. Message d'un numéro inconnu. Café des Deux Moulins, 11 heures, venez seul. Pas de signature, pas d'explication. Amélie fixe l'écran. L'adresse est à Montmartre, à 15 minutes de chez elle. Elle devrait ignorer ce message. Effacer, oublier, reprendre sa vie d'avant. Mais la curiosité l'emporte. Ou peut-être la peur. Celle de ne pas savoir si Gabriel Dubois a survécu à la nuit. Si d'autres tentatives ont eu lieu. Si elle est désormais une cible. Le café des Deux Moulins grouille de touristes armés d'appareils photo. Amélie s'installe en terrasse, commande un espresso. 11 heures sonnent aux cloches de Montmartre. Gabriel Dubois apparaît au coin de la rue. Costume gris anthracite, démarche assurée. Il porte des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Mademoiselle Moreau. Il s'assoit face à elle sans invitation. Vous dormez mal depuis hier soir? Comment savez-vous où j'habite? Comment savez-vous que j'allais mourir? Il retire ses lunettes. Ses yeux gris la jaugent avec intensité. Nous avons chacun nos talents. Le serveur s'approche. Dubois commande un café serré. Attend qu'il soit à nouveau seul. Autour d'eux, les conversations se mélangent dans plusieurs langues. Couverture sonore parfaite. Ricardo Fernandez. Il prononce ce nom comme on crache un poison. Chef d'un cartel mexicain en expansion. Il veut s'implanter en Europe. Mon territoire l'intéresse. Une pause. Hier soir était sa 3e tentative. Amélie sirote son café. Le liquide brûlant lui donne une contenance. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que vous m'avez sauvé la vie. Et parce que maintenant vous êtes impliqué.
Il sort une enveloppe de sa veste, la pose sur la table. 50 000 €. De quoi recommencer ailleurs, loin de Paris. L'enveloppe reste entre eux comme une promesse empoisonnée. Amélie la fixe sans la toucher. Et si je refuse? Fernandez ne laisse pas de témoin. Ces hommes vous ont vu. Ils connaissent votre visage. Il remet ses lunettes. Vous avez 48 heures pour disparaître. Ou vous travaillez pour moi. Le mot claque dans l'air parisien. Travailler pour lui. Devenir complice d'un monde qu'elle ne comprend qu'en théorie. Trahir tout ce en quoi elle a cru. Amélie pense à sa mère, aux derniers mois de maladie, aux médecins qui réclamaient des sommes impossibles pour des traitements qui n'ont pas marché. Quel genre de travail? Vous lisez les gens, vous repérez les dangers, vous m'aidez à rester vivant. Il boit son café d'un trait. En échange, protection totale, salaire confortable, et la possibilité de terminer vos études. Il connaît son passé, ses rêves avortés, sa situation financière. Dubois a fait ses recherches. Rapidement, efficacement. L'image d'un homme qui ne laisse rien au hasard. Je ne suis qu'une serveuse. Non. Il se lève, laisse un billet de 20 € sur la table. Vous êtes la femme qui a su voir ce que des professionnels aguerris ont manqué. Vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. L'enveloppe reste sur la table. Amélie la regarde comme on fixe un abîme. 50 000 €. De quoi fuir, recommencer. Mais pour combien de temps? Et vers où? Fernandez a des tentacules partout. Dubois le lui a fait comprendre sans le dire explicitement. 48 heures, répète-t-il en s'éloignant. Après, je ne pourrai plus vous protéger. Amélie rentre chez elle avec l'enveloppe dans son sac. Son appartement lui semble soudain minuscule, étouffant. Prison dorée qui l'a maintenue dans une illusion de sécurité. Elle ouvre l'enveloppe. Les billets sont neufs, rangés par liasses. Une fortune pour elle. Poussière pour un homme comme Dubois. Son téléphone sonne. Marcel. Amélie? Tu n'es pas venue travailler. Tout va bien? Elle avait oublié. Son service au petit Versailles. Sa vraie vie qui continue malgré le chaos. Je suis malade. Gastro-entérite. Soigne-toi bien. On se voit demain? Demain. Dans 24 heures, elle devra choisir. Fuir ou rester. Liberté ou protection. Innocence ou corruption. La soirée s'étire en réflexion circulaire. Amélie arpente son studio. Pèse chaque option. Partir signifie abandonner sa vie parisienne, ses quelques amis, ses repères. Mais rester implique d'entrer dans un monde dont elle ne mesure pas les conséquences. Elle pense à sa mère. Institutrice pendant 30 ans. Femme droite, intègre. Que dirait-elle? Que ferait-elle à sa place? La réponse est claire. Sa mère aurait choisi la fuite. Toujours. Le bien contre le mal. Le moral contre le pragmatique. Mais sa mère n'a pas survécu. Malgré sa bonté, sa droiture, sa foi en la justice. Elle est morte seule, ruinée, abandonnée par un système qui prétend protéger les honnêtes gens. Amélie a payé les factures d'hôpital pendant 2 ans. Travaillé de nuit pour honorer les dettes. Sacrifié ses études, ses rêves, son avenir. À minuit, elle prend sa décision. Non par courage ou par ambition, par épuisement. Elle en a assez de subir, de compter chaque euro, de rêver d'une vie meilleure sans jamais avoir les moyens de la construire. Elle compose le numéro de Dubois. Il décroche à la première sonnerie. J'accepte. Sage décision. Sa voix ne trahit aucune surprise. Demain matin, 8 heures. Une voiture vous attendra devant chez vous. Pour aller où? Découvrir votre nouvelle existence. Il raccrochait sans autre explication. Amélie reste dans le noir, téléphone à la main. Elle vient de franchir une ligne invisible. De quitter définitivement le monde des gens ordinaires pour entrer dans celui des prédateurs. Cette nuit-là, elle dort profondément. Sans cauchemar, sans regret. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent en sécurité, même si cette sécurité a un prix qu'elle ne mesure pas encore. Au matin, une Mercedes noire l'attend effectivement. Chauffeur en livrée, vitres teintées. Amélie monte sans hésiter. Le véhicule démarre en silence, l'emmenant vers un destin qu'elle a choisi d'embrasser. Dans son sac, l'enveloppe pèse comme une promesse, ou comme une chaîne. Les rues de Paris défilent derrière les vitres. Familières et soudain étrangères, comme si elle les voyait pour la dernière fois avec les yeux de l'innocence. Bientôt, elle découvrira à quoi ressemble vraiment le pouvoir, et ce qu'il coûte à ceux qui le servent. La Mercedes s'arrête devant un hôtel particulier du 16e arrondissement. Façade haussmannienne immaculée, portail en fer forgé, jardin privé protégé par de hautes grilles. Amélie descend du véhicule, ses chaussures crissant sur le gravier, l'air sent le jasmin et l'argent.
Beaucoup d'argent. Un homme en costume sombre ouvre la porte avant qu'elle n'ait le temps de sonner. 40 ans environ, carrure d'ancien militaire, regard qui ne sourit jamais. Mademoiselle Moreau, Monsieur Dubois vous attend dans son bureau. L'intérieur respire le luxe discret. Parquet en chêne massif, tableau de maître, mobilier d'époque soigneusement restauré. Chaque détail murmure une richesse accumulée sur plusieurs générations. Amélie suit son guide à travers un dédale de couloirs feutrés. Le bureau de Gabriel Dubois occupe tout un étage. Bibliothèque murale tapissée de cuir rouge. Bureau en ébène. Vue imprenable sur les jardins du Trocadéro. Dubois se tient debout face aux fenêtres. Téléphone collé à l'oreille. Il parle italien rapidement. Sa voix portant cette autorité naturelle qui transforme les suggestions en ordre. « Sophia va s'occuper de votre formation », dit-il en raccrochant. Une femme émerge de l'ombre près de la bibliothèque. Élégante, la trentaine, cheveux noirs tirés en chignon strict. Ses yeux noisettes évaluent Amélie avec la précision d'un scanner. Sophia Bianchi, assistante de direction. Sa poignée de main est ferme, professionnelle. « J'ai préparé votre programme d'intégration. Nous commençons immédiatement. » Amélie se retrouve propulsée dans un monde parallèle. Sophia lui fait visiter l'hôtel particulier comme on présente les règles d'un nouveau jeu. Étage de sécurité au sous-sol, centre de communication au premier, appartement privé de Dubois au dernier niveau. Chaque pièce a sa fonction, son protocole, ses codes d'accès. Votre rôle sera d'analyser les comportements suspects lors des rendez-vous professionnels de Monsieur Dubois, explique Sophia, en ouvrant un dossier épais. Signature corporelle, micro-expression, signaux d'alarme. Vous signalez discrètement tout ce qui vous paraît anormal. Les pages défilent sous les yeux d'Amélie. Photos d'hommes en costume, fiches détaillées, historique de transactions, un annuaire du crime organisé européen, noms italiens, russes, albanais. Chacun contrôle un territoire, une spécialité, un réseau. Ricardo Fernandez apparaît page 63. Sophia tourne les pages avec efficacité. Cartel de Guadalajara, spécialisé dans l'exportation de cocaïne vers l'Europe, il veut éliminer Monsieur Dubois pour prendre le contrôle de ses réseaux de distribution. La photo de Fernandez montre un homme d'une cinquantaine d'années, crâne rasé, cicatrice sur la joue gauche. Ses yeux noirs fixent l'objectif avec une froideur reptilienne. Amélie frissonne en découvrant la liste de ses victimes présumées. 72 noms, hommes, femmes, enfants. Familles entières éliminées pour l'exemple. Comment Monsieur Dubois a-t-il su pour l'embuscade du restaurant? Sophia referme le dossier. Il ne le savait pas. Ces hommes surveillent systématiquement ses déplacements, mais à distance respectueuse. Cette fois, ils n'ont rien vu venir. Une pause significative. Contrairement à vous, l'après-midi s'étire en formation intensive. Sophia enseigne à Amélie les codes de la maison Dubois. Signaux discrets pour alerter sur un danger. Position stratégique lors des réunions. Protocole d'urgence en cas de menace. Chaque geste, chaque regard doit paraître naturel, tout en servant la surveillance. Monsieur Dubois dirige un empire commercial légal, précise Sophia. Import-export, immobilier de luxe, investissement financier. Mais certains de ses partenaires ont des activités moins transparentes. Amélie comprend l'euphémisme. Dubois évolue dans une zone grise où légalité et criminalité s'entremêlent, respecté par les autorités, craint par ses ennemis. Un équilibre fragile qui nécessite une vigilance permanente. Le soir venu, Dubois la reçoit dans son salon privé. Décor feutré, lumière tamisée, vue sur les jardins illuminés. Il lui sert un verre de champagne millésimé, geste qui ressemble à un rituel d'initiation. Sophia vous a-t-elle expliqué les règles? Loyauté absolue, discrétion totale, obéissance sans discussion. Et les compensations? Amélie hésite. Salaire mensuel de 15 000 €, appartement de fonction dans le 7e arrondissement, prise en charge de mes études à la Sorbonne. Dubois sourit. Vous oubliez le plus important, la protection. Fernandez et ses hommes ne pourront plus vous approcher. Mes équipes veillent désormais sur votre sécurité. Il ouvre un tiroir de son bureau, en sort un téléphone crypté. Communication directe avec moi. 24 heures sur 24. En cas de danger immédiat, vous composez le 1. Mes hommes interviendront dans les 5 minutes. L'appareil pèse lourd dans la main d'Amélie. Symbole de sa nouvelle condition. Plus de liberté totale, mais plus de vulnérabilité non plus. Dubois possède maintenant un droit de regard sur sa vie, en échange d'une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Demain soir, première mission.
annonce-t-il en se dirigeant vers les fenêtres. Réception dans mon appartement. 12 invités triés sur le volet. Hommes d'affaires européens et sud-américains. Certains sont des alliés, d'autres des ennemis potentiels. Comment faire la différence? C'est exactement votre travail. Il se retourne, la fixe intensément. Fernandez a des espions partout. Quelqu'un dans cette réception travaille probablement pour lui. Vous devez identifier cette personne avant qu'elle ne frappe. Amélie sent l'adrénaline monter. Sa première vraie mission. L'occasion de prouver sa valeur. Ou de mourir en essayant. Et si je me trompe, nous mourrons tous les deux. La franchise brutale de cette réponse la glace. Dubois ne maquille pas la réalité. Dans son monde, l'erreur se paie cash. En vies humaines. Pourquoi me faire confiance? Vous me connaissez à peine. Justement. Il s'approche, pose une main sur son épaule. Vous n'avez pas d'historique avec mes ennemis. Pas de comptes à régler. Pas de loyauté préexistante. Vous êtes une page blanche. Une page blanche qu'il s'apprête à noircir. Amélie comprend qu'elle vient de signer un contrat avec le diable. Mais ce diable lui offre ce qu'elle a toujours cherché. Respect, reconnaissance, pouvoir. Le prix à payer lui semble encore acceptable. Cette nuit-là, elle dort dans son nouvel appartement. 80 mètres carrés, rue de Grenelle. Mobilier design. Vue sur les Invalides. Luxe qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir avec son salaire de serveuse. Mais le sommeil tarde à venir. Elle pense à sa mère, à ses principes abandonnés, à la femme qu'elle était hier encore. Demain, elle franchira une nouvelle étape. Plus de retours possibles. Plus d'innocence à préserver. Amélie Moreau, la serveuse, mourra définitivement. Pour laisser place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. Quelqu'un qui ressemble dangereusement à ceux qu'elle a toujours jugés. L'ironie ne lui échappe pas. Pour survivre dans le monde de Gabriel Dubois, elle doit devenir comme lui. Prédatrice déguisée en proie. La métamorphose a déjà commencé. Alors, chers spectateurs, une question me brûle les lèvres après ces révélations troublantes. Que pensez-vous d'Amélie? A-t-elle eu raison d'accepter cette protection dangereuse? Ou aurait-elle dû fuir quand c'était encore possible? Et surtout, croyez-vous qu'on puisse vraiment échapper à son passé quand on entre dans l'univers impitoyable du crime organisé? Partagez vos intuitions dans les commentaires, car cette histoire ne fait que commencer, et vos réflexions m'intéressent énormément. D'ailleurs, si cette plongée dans les méandres psychologiques du pouvoir vous captive autant que moi, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Les prochains événements risquent de bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la nature humaine. La réception commence à 20 heures précises. L'appartement privé de Dubois, au dernier étage de l'hôtel particulier, a été transformé en salon diplomatique. Serveur en gants blancs, champagne Dom Pérignon, canapé au foie gras disposé sur plateau d'argent. Amélie porte une robe noire, Chanel, bijoux discrets, maquillage parfait. Sophia a orchestré sa métamorphose avec un soin méticuleux. Vous êtes ma nouvelle consultante en relations internationales, lui rappelle Dubois en ajustant sa cravate Hermès. Diplômée de Sciences Po, spécialisée dans les marchés émergents. Restez près de moi, observez, écoutez. Ne parlez que si on vous adresse la parole directement. Les invités arrivent par groupe de 2 ou 3. Hommes élégants dans la cinquantaine, accompagnés d'épouses sophistiquées ou d'assistantes trop jeunes pour être innocentes. Chacun embrasse Dubois avec cette familiarité calculée propre aux prédateurs qui se respectent mutuellement. Alessandro Conti, importateur milanais de vins rares. Sourire chaleureux, poignée de main ferme, compliments sur la décoration. Mais ses yeux balayent continuellement la pièce, cataloguent les sorties, évaluent les distances. Formation militaire évidente. Dimitri Volkov, oligarque russe spécialisé dans les matières premières. Accent de Moscou, blague graveleuse, rire tonitruant. Il boit peu, mange moins. Ses mains restent toujours visibles, jamais dans les poches. Paranoïa professionnelle. Eduardo Santos, financier brésilien, installé à Londres. Costume Savile Row, montre Patek Philippe. Conversation brillante sur l'économie mondiale. Trop parfait, trop lisse. Comme un personnage de théâtre qui réciterait son texte. Amélie circule entre les groupes, flûte de champagne à la main. Elle écoute les conversations, note les détails révélateurs. Qui évite le regard de qui vérifie discrètement son téléphone, qui pose des questions apparemment innocentes sur les habitudes de Dubois. Mademoiselle Moreau, une voix l'interpelle. L'homme qui s'approche n'était pas sur la liste des invités. 45 ans, élégance décontractée, accent légèrement hispanique. Carlos Mendes, attaché commercial de l'ambassade du Mexique,
Gabriel m'a parlé de votre expertise sur les marchés sud-américains. Alerte rouge. Mendes n'était pas prévu. Sa présence ici constitue déjà une anomalie. Amélie sourit poliment tout en cherchant Dubois du regard. Il discute avec un groupe d'Italiens près de la cheminée, dos tourné. Vous connaissez bien le Mexique? Mendes se rapproche imperceptiblement. Son parfum sent la bergamote et quelque chose de plus acre. La sueur froide. Quelques missions d'études, répond Amélie évasivement. L'économie mexicaine présente des opportunités intéressantes, surtout dans certains secteurs. Il sourit mais ses yeux restent froids. L'import-export par exemple. Beaucoup d'argent change de main, pas toujours de manière transparente. Le message est clair. Mendes sait exactement qui elle est et pourquoi elle se trouve ici. Il la teste, jauge ses réactions. Amélie sent la tension monter. Cet homme représente un danger immédiat. « Excusez-moi », dit-elle en s'éloignant vers les toilettes. Dans le couloir, elle compose le numéro d'urgence sur son téléphone crypté. Un bip, puis la voix de Sofia. « Problème? Carlos Mendez, attaché commercial mexicain. Pas sur la liste. Pose des questions sur Dubois. Compris. Restez calme. Retournez dans le salon. » Amélie regagne la réception. Mendez a disparu. Elle le cherche du regard, le repère près du bureau de Dubois. Il examine discrètement les documents qui traînent sur la table de travail. Ses gestes sont rapides, précis, photographe mental entraîné. Dubois termine sa conversation, se dirige vers elle. « Tout va bien? Carlos Mendez fouille votre bureau. » L'expression de Dubois ne change pas, mais quelque chose se durcit dans son regard. Continuez à sourire. Nous allons régler ça discrètement. Il s'approche de Mendez avec la décontraction d'un hôte attentionné. « Carlos, j'espère que vous trouvez votre bonheur dans ma bibliothèque. » Mendez se retourne, sourire figé. « Gabriel, magnifique collection. Cette édition de Machiavel semble particulièrement rare. » Elle l'est. Dubois prend le livre des mains de Mendez. Cadeau d'un ami sicilien. Il aimait les leçons de stratégie politique. Les Siciliens comprennent effectivement la valeur du pouvoir. Mendez soutient son regard. Et les méthodes pour le conserver, ou pour l'acquérir. La répartie claque comme un défi. Venez, j'aimerais vous présenter quelques amis, des hommes qui apprécient les discussions philosophiques. Dubois guide Mendez vers le groupe d'Italiens. Alessandro Conti lève les yeux à leur approche, échange un regard entendu avec son hôte. En quelques secondes, Mendez se retrouve encerclé par 3 hommes à l'air affable mais aux intentions évidentes. Messieurs Carlos Mendez de l'ambassade mexicaine. Dubois effectue les présentations avec un sourire glacial. Il s'intéresse beaucoup à nos activités commerciales. Vraiment? Alessandro resserre imperceptiblement l'étau. Quel type d'activité exactement? Amélie assiste à cette mise en scène avec fascination et terreur. Dubois vient de démasquer un espion en quelques phrases anodines. Mendez comprend qu'il est grillé, mais ne peut fuir sans avouer ses intentions hostiles. Import-export traditionnel, répond-il en tentant de reculer. Produits agricoles? Matières premières? Ah, les matières premières. Dimitri Volkov s'immisce dans la conversation. Secteur passionnant, très volatile. On peut y perdre beaucoup, parfois même la vie. La menace plane maintenant ouvertement. Mendez pâlit, cherche une sortie, mais les 3 hommes bloquent discrètement tous ses mouvements. Piège parfaitement orchestré. « Excusez-moi, je dois passer un appel urgent. » Mendez tente de s'échapper vers la terrasse. Bien sûr. Dubois acquiesce avec une courtoisie empoisonnée. Alessandro va vous accompagner. Il connaît les meilleurs endroits pour téléphoner en privé. Conti pose une main paternelle sur l'épaule de Mendez. Venez, nous serons tranquilles dans le jardin. Ils disparaissent tous les 3 par la porte-fenêtre. Amélie frissonne en imaginant ce qui va suivre. Mendez ne reviendra probablement pas de cette conversation téléphonique. Remarquable travail, murmure Dubois à son oreille. Vous venez de déjouer un second attentat. Il était venu pour vous tuer? Pour recueillir des informations. Habitude, sécurité, point faible. L'assassinat aurait eu lieu plus tard. Il la guide vers le balcon. Fernandez adapte ses méthodes. Plus subtiles que la force brute. Paris scintille à leurs pieds. Ville lumière qui cache tant de zones d'ombre. Amélie réalise qu'elle vient de franchir un nouveau cap. Complice d'un probable meurtre. Collaboratrice active d'une élimination. Je ne peux plus revenir en arrière, n'est-ce pas? Personne ne peut. Dubois contemple la nuit étoilée. Le pouvoir ne se partage pas, il se prend. Et une fois qu'on l'a goûté, tout le reste paraît fade. Alessandro réapparaît seul sur la terrasse. Ajuste sa veste, lisse ses cheveux. Monsieur Mendez a dû partir précipitamment.
Urgence familiale. Dubois hoche la tête. Transmettez-lui mes amitiés quand vous le reverrez. Ce ne sera pas nécessaire. Alessandro sourit froidement. Il a décidé de prendre des vacances prolongées. Très prolongées. La réception se termine dans une ambiance détendue. Les invités partent en remerciant chaleureusement leur hôte, promettent de se revoir bientôt, comme si rien ne s'était passé, comme si un homme ne venait pas de disparaître définitivement. Amélie reste seule avec Dubois dans le salon dévasté. Verre vide, assiette sale, odeur de cigare cubain, décor de fête qui dissimule un crime parfait. Aucun regret, demande-t-il en servant 2 verres d'Armagnac. Si j'en avais, il serait trop tard de toute façon. Vous apprenez vite. Il trinque avec elle. Bienvenue dans mon monde, Amélie. Le vrai monde. Celui où seuls les plus forts survivent. L'alcool brûle sa gorge. Amélie boit lentement, savourant cette sensation de puissance nouvelle. Elle vient de participer à l'élimination d'un ennemi, de protéger un homme qui peut la rendre riche et respectée. Le prix moral lui semble soudain dérisoire. Cette nuit-là, elle ne rêve plus de sa mère. 6 mois ont transformé Amélie Moreau en prédatrice accomplie. L'appartement rue de Grenelle déborde de cadeaux de Gabriel Dubois. Bijoux Cartier, robes haute couture, sac Birkin. Chaque objet marque une étape de sa métamorphose. La serveuse timide a cédé place à une femme redoutable qui lit les âmes comme des livres ouverts. Ce matin de décembre, Paris se réveille sous un ciel plombé. Amélie termine ses exercices de yoga dans son salon baigné de lumière hivernale. Routine quotidienne, qui l'aide à maintenir cette sérénité glaciale nécessaire à son travail. Son téléphone crypté vibre, message de Dubois. Réunion urgente, bureau, maintenant. L'hôtel particulier bourdonne d'activités inhabituelles. Hommes en costume sombre parlent à voix basse dans les couloirs. Téléphone qui sonne sans interruption. Tension palpable qui électrise l'atmosphère. Amélie gravit l'escalier principal, talons claquant sur le marbre avec autorité. Gabriel l'attend dans son bureau entouré de dossiers éparpillés. Son visage trahit une fatigue inhabituelle. Cernes marquées, barbe de 3 jours, chemise froissée. Pour la première fois depuis qu'elle le connaît, il semble vulnérable. Ricardo Fernandez est mort. Il annonce cette nouvelle sans préambule. Abattu hier soir à Guadalajara par un rival. Son cartel s'effondre. Amélie s'assoit face à lui, croise les jambes avec élégance. C'est une bonne nouvelle, non? Apparemment. Dubois se lève, arpente la pièce comme un fauve en cage. Mais sa mort libère un territoire immense. 3 cartels mexicains se battent pour récupérer ces réseaux européens. Et ils connaissent tous mon implication dans sa disparition. La réalité frappe Amélie de plein fouet. Éliminer Fernandez n'a pas résolu le problème. Au contraire, cela a multiplié les ennemis. Maintenant, 3 organisations criminelles veulent la peau de Dubois. Et par extension, la sienne. Que fait-on? Nous partons. Il ouvre un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Ce soir, jet privé pour les Bahamas. J'ai des comptes là-bas, une villa discrète. Le temps que la situation se stabilise. Fuir. Après des mois de pouvoir et de luxe, retourner à la clandestinité. Amélie ressent une amertume inattendue. Elle s'était habituée à cette vie dorée, à cette sensation d'invulnérabilité. L'idée de tout abandonner lui serre la gorge. Et mes études? Mon appartement? Ma nouvelle existence? Gabriel s'arrête devant elle, pose ses mains sur ses épaules. Amélie, nous n'avons pas le choix. Rester signifie mourir. Dans 48 heures maximum, des tueurs professionnels fouilleront Paris pour nous trouver. Combien de temps aux Bahamas? Peut-être 6 mois. Peut-être 2 ans. Il se détourne, évite son regard. Peut-être pour toujours. Le mot résonne dans le bureau comme une sentence définitive. Pour toujours. Plus jamais de retour possible. Plus jamais de vie normale. Amélie réalise qu'elle vient d'atteindre le bout du chemin qu'elle a choisi d'emprunter. L'après-midi file dans les préparatifs de départ. Sofia coordonne l'évacuation avec efficacité militaire. Faux passeport, transfert bancaire, destruction de documents compromettants. L'Empire Dubois se démantèle en quelques heures, réduit à l'essentiel transportable. 20 kilos de bagages maximum, précise Sofia en tendant une valise à Amélie. Priorité aux documents d'identité et aux objets de valeur facilement négociables. Amélie retourne dans son appartement pour la dernière fois. Elle emballe machinalement ses affaires les plus précieuses, mais son esprit vagabonde ailleurs. Vers sa mère, vers la femme qu'elle était avant de rencontrer Gabriel, vers les rêves abandonnés en chemin. Sur sa table de chevet, une photo l'a fait s'arrêter. Elle et sa mère devant la Sorbonne, le jour où elle avait reçu ses résultats d'admission en psychologie.
Sourire radieux, espoir dans les yeux, avenir prometteur devant elle. Cette femme souriante lui semble désormais une étrangère. Le téléphone sonne. Gabriel. Problème. Mes contacts aéroportuaires signalent une surveillance inhabituelle. Nos noms circulent sur les listes noires. Impossible de quitter le territoire par les voies officielles. Alternative? Cargo maritime depuis Le Havre. Plus long, plus risqué, mais invisible au radar policier. Une pause. Départ dans 3 heures. Nous devons y être. Amélie raccroche, termine ses bagages à la hâte. Dans le miroir de sa chambre, son reflet lui renvoie l'image d'une fugitive élégante. Manteau en cachemire, sac de voyage en cuir italien, bijoux discrets mais coûteux. Elle a réussi à préserver les apparences jusqu'au bout. La route vers Le Havre défile dans un silence tendu. Gabriel conduit personnellement, Mercedes blindée aux vitres teintées. Amélie observe le paysage normand qui s'assombrit sous les nuages d'hiver. Champs gelés, fermes isolées, villages endormis. Une France paisible qui ignore les drames qui se jouent dans l'ombre. Des regrets? Demande Gabriel en négociant un virage serré. Plus maintenant. Amélie caresse machinalement le diamant à son annulaire. Cadeau de Gabriel pour ses 6 mois de service. Ma mère disait toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Sage-femme. Femme Nève. La correction claque sèchement. Elle a cru toute sa vie que la bonté protégeait du malheur. Elle est morte ruinée et abandonnée. Gabriel lui jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Et vous préférez mourir riche et crainte? Je préfère ne pas mourir du tout. Le port du Havre baigne dans une brume épaisse qui gomme les contours. Cargo battant pavillon panaméen, équipage discret, cargaison officiellement déclarée comme machines agricoles. Gabriel a payé le capitaine suffisamment cher pour qu'il ne pose aucune question. La cabine qu'on leur attribue sent le gasoil et l'humidité. 2 couchettes étroites, hublots donnant sur l'océan gris, sanitaire sommaire. Chute brutale après les palaces parisiens. Amélie contemple ce décor spartiate avec un détachement surprenant. 20 jours de traversée, annonce Gabriel en posant sa valise. Nous accosterons discrètement à Nassau. Nouvelle identité, nouvelle vie. Nouvelle prison, vous voulez dire. Amélie s'assoit sur sa couchette, dénoue ses cheveux. Nous serons toujours en fuite, toujours regardés par-dessus notre épaule. C'est le prix du pouvoir mal acquis. Mal acquis? Elle le dévisage avec ironie. Il y a 6 mois, vous m'expliquiez que seuls les forts survivent, que la morale était un luxe de faibles. Gabriel s'approche de la fenêtre, observe l'océan qui s'étend à l'infini. J'ai peut-être eu tort, ou peut-être que nous n'étions pas assez forts. Le cargo quitte le port dans un grondement de moteur diesel. Paris s'éloigne définitivement, emportant avec lui les dernières illusions d'Amélie. Elle pense aux serveurs du Petit Versailles qui terminent leur service, aux étudiants de la Sorbonne qui préparent leurs examens, aux gens ordinaires qui vivent des vies ordinaires sans regarder derrière eux. Cette nuit-là, bercée par le roulis, Amélie rêve de sa mère pour la première fois depuis des mois. Elle se promène dans Paris, main dans la main, comme au temps de l'innocence. Sa mère lui sourit tristement, murmure des mots qu'elle n'arrive pas à saisir. Au réveil, ses joues sont humides. Gabriel dort profondément dans la couchette d'en face. Visage détendu, respiration régulière. Il semble presque vulnérable dans son sommeil. Amélie l'observe longuement, se demandant si elle l'aime vraiment, ou si elle a simplement appris à aimer le pouvoir qu'il représente. L'aube se lève sur l'Atlantique, teintant le ciel de rose et d'or. Nouveau jour, nouvelle destination, nouveau mensonge à construire. Amélie Moreau continuera d'exister quelque part dans les archives parisiennes. Mais la femme qui navigue vers les Bahamas n'a plus grand-chose en commun avec elle. Elle reste silencieuse face à l'immensité marine. Quelque part entre la France et l'exil, entre l'innocence et la corruption, elle a perdu quelque chose d'irremplaçable. Peut-être son âme, ou peut-être simplement l'illusion qu'elle en avait une. Le cargo fend les vagues vers un avenir incertain. Derrière eux, Paris continue de vivre sans eux. Devant, les Bahamas promettent un refuge temporaire. Mais nulle part au monde, Amélie ne retrouvera la paix qu'elle a sacrifiée pour survivre. Et dans le silence du large, elle comprend enfin la vraie leçon de Gabriel Dubois. Le pouvoir ne libère jamais. Il enchaîne, plus solidement que n'importe quelle prison. Mes chers fidèles spectateurs, nous voici arrivés au terme de cette plongée troublante dans les méandres de la corruption silencieuse. L'histoire d'Amélie vous a-t-elle bouleversé autant qu'elle m'a marqué en l'écrivant? Cette transformation graduelle d'une femme ordinaire en complice d'un monde impitoyable soulève tant de questions sur nos propres limites morales. À quel moment auriez-vous dit non? Qu'est-ce qui vous aurait fait reculer? Et surtout,
Pensez-vous qu'Amélie méritait ce destin, ou était-elle simplement victime de circonstances qui nous auraient tous brisés? Vos réflexions dans les commentaires me passionnent toujours, car elles révèlent autant sur vous que sur l'histoire elle-même. Si cette exploration des zones grises de l'âme humaine vous a captivé, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Ensemble, nous continuerons d'explorer ces territoires où la morale se fracture et où l'humanité révèle ses faces les plus sombres.